Il est acadien avec des racines québécoises et tout. Il est économiste ayant étudié pour son doctorat à l'Université de Texas, a eu c'était sa première fois d'étudier en anglais. Il est un défenseur féroce du bilinguisme et ses avantages économiques. Aujourd'hui, sur le Louisianiste, Pierre-Marcel Desjardins. Bonjour, on est ici, back à l'Université de Louisiane à Lafayette pour l'Université d'été avec le Centre de la francophonie des Amériques. Et à ce temps, on va parler un petit brin d'économie avec le docteur Desjardins qui est ici pour l'Université d'été. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Et donc, est-ce que ça, c'est votre première fois en Louisiane? Non, j'étais déjà venu à la Nouvelle-Orléans par affaire pour un petit séjour de 36 heures. OK, d'accord. Et en plus de ça, j'ai passé 2 ans à Austin, donc pas tellement loin. J'ai fait mon doctorat à l'Université du Texas. OK. Mais en pays cajun, c'est la première fois. Cool. C'est très bien parce que oui, c'est toute une différence, la grande ville et oui, le pays cajun. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, vos origines et tout ça? Donc moi, je suis natif de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Mes parents sont du Nouveau-Brunswick. Je me considère acadien, même si mes racines sont autant québécoises qu'acadiennes. J'ai une grand-mère, notre famille, c'était Boudreau. Ça, c'est du côté de ma mère. Du côté de mon père, il y a des Cires, il y a des Dagues qui sont tout à fait acadiens. Mais c'est qu'à une certaine époque, il y a des gens du Québec qui sont venus au Nouveau-Brunswick et qui ont marié des gens qui étaient ici d'origine acadienne. Et je fais partie un peu de cet héritage-là où c'est à la fois des racines québécoises et des racines acadiennes, mais comme autant du côté de ma mère que de mon père, ça fait plus de 200 ans qu'on est au Nouveau-Brunswick, je me considère 100% acadien. Tout à fait. Et est-ce que, donc, vous êtes né à Moncton et où est-ce que vous avez étudié? Donc, moi, j'ai fait mes études scolaires à Dieppe parce que je suis né à Moncton, on est déménagé à Dieppe, qui est une banlieue. Un peu ici, je dirais, c'est Lafayette et Scott. Donc, Dieppe, c'est juste à côté. Mais moi, j'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université de Moncton. Et j'ai fait mon doctorat à UT Austin. Donc, je suis venu 2 ans au Texas pour faire mon doctorat. Cool. Et puis à Dieppe, c'est encore plus francophone que Moncton, non? Oui. Moncton est environ 1/3 francophone, 2/3 anglophone. Dieppe, c'est à peu près 80% francophone et 20% anglophone. Donc oui, c'est une ville qui fait des affaires en français, mais même Moncton, depuis quelque temps, a beaucoup changé. À une certaine époque, le maire de la ville était très anti-français. Aujourd'hui, c'est une ville bilingue qui s'affiche comme étant bilingue, les services sont bilingues, et donc les choses vont quand même relativement mieux que c'était à une certaine époque. Oui, tout à fait. Moi, en fait, j'ai été à Moncton une fois pour le Congrès mondial acadien, et c'était une grande expérience de comment vous avez développé le bilinguisme là-bas, et ça peut être un modèle pour nous autres. Ouais. Je l'espère parce que souvent, les gens voient le bilinguisme comme étant un coût supplémentaire. Moi, mon argument, c'est que oui, il y a peut-être des coûts supplémentaires, mais il y a également beaucoup de bénéfices supplémentaires. Donc oui, Moncton est un exemple à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que vous avez passé du temps au Québec? En vacances. En vacances, OK. Moi, j'ai vécu 1 année à Ottawa. Mon père était aux études en 71-72. J'ai vécu 2 ans à Austin. Sinon, j'ai toujours été dans la région de Moncton. Depuis 1999, on est déménagé. On est dans une petite communauté qui s'appelle Sainte-Marie-de-Kent, sur la rivière de Bouctouche, à environ une demi-heure au nord de Moncton. Mais moi, j'ai jamais vécu au Québec. Au Québec, d'accord. Et puis, par rapport à votre enfance, donc j'imagine que les deux côtés de la famille sont francophones, oui? Je n'ai jamais, je dis bien jamais parlé à mon père ou à ma mère en anglais. D'accord. À la maison, on a appris le français. Même une anecdote. Ma mère disait, à la maison, vous parlez le bon français. Dehors, parce que nous, on a ce qu'on appelle le chiac, qui est un mélange de français puis d'anglais. Mais à un moment donné, j'étais tout jeune. Moi, je ne m'en rappelle pas, mais ma mère me l'a rappelé. Elle entendait des jurements, des sacrements. Puis elle est sortie paralysée. Elle a réalisé que c'était moi. Et moi, je lui ai répondu, « Maman, tu m'as dit que dans la maison, c'était le bon français, mais dehors, je pouvais parler comme je voulais. » C'était la dernière fois que j'ai fait ça. Mais pour dire que oui, j'ai grandi dans un quartier francophone en français
J'ai appris l'anglais à l'école. Oui. Donc, on peut vivre en français au Nouveau-Brunswick. Je suis un exemple. Oui, tout à fait. Et donc, pourquoi, j'allais vous demander, comme évidemment, si vous avez étudié pour le doctorat Oui. au Texas, à UT Austin, évidemment, il fallait parler et écrire en anglais à ce moment-là. Oui. Et donc, c'était comment ce changement? Parce que vous avez fait toute l'éducation avant ça en français et puis vous avez switché en anglais. J'avais jamais étudié ou écrit d'examen en anglais. Donc, ça a été pour moi, je dirais pas un choc parce que je savais à quoi m'attendre, mais ça a été quand même une transition un peu difficile. Le premier semestre, les notes étaient un peu plus basses, puis ils ont remonté par la suite. Mais encore là, c'était pour moi une expérience. Je voulais aller à l'extérieur du Canada, je voulais avoir une autre expérience. Et un prof de UT Austin était venu à Moncton pour l'été et m'a écrit une lettre de recommandation à son département. J'ai eu un TA, un Teaching Assistantship, qui a payé mes études. Et ça a été une extrêmement belle expérience. J'ai adoré mes 2 ans à Austin. Ça a été très, très, très riche en culture. Et d'une certaine manière, je ne dis pas que je comprends les États-Unis, mais ça m'a aidé à mieux comprendre les Bien sûr. États-Unis. 2 ans au Texas, c'est particulier. Oui, au Texas en particulier. Et puis, pourquoi est-ce que vous voulez être économiste? Vouliez, pardon. La réponse facile, c'est que moi, j'ai voulu me spécialiser en développement régional. Et il y a beaucoup de gens qui, chez nous, auraient aimé de rester chez nous, mais ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas d'emploi pour eux et qui devaient s'exiler. Et pour moi, j'ai aucun problème avec les gens qui veulent aller ailleurs. Mais quand on veut rester chez nous et qu'on ne peut pas, j'avais des difficultés. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui m'a motivé, c'est comment est-ce qu'on fait pour développer les régions moins favorisées. Et ça a évolué par la suite. Ça a évolué où c'était, par exemple, les artistes qui devaient s'exiler. Et on pourra parler du pays de la Sagouine où j'ai présidé le conseil d'administration pendant 11 ans. Mais c'était une de mes motivations, c'est de trouver des activités économiques pour permettre aux gens de rester chez nous si c'était ça leur vœu. Oui. Donc, c'est ce qui m'a motivé. Oui, c'est intéressant parce que c'est toujours un de vos focus, en fait. Absolument. Moi, les questions qui m'intéressent, c'est les politiques publiques, le développement économique régional. Je me suis intéressé au commerce à travers de cette expérience-là, mais c'est toujours comment est-ce qu'on fait pour enrichir. Puis quand je dis enrichir, moi, l'argent n'est pas la finalité. Puis quand j'enseigne, je dis à mes étudiants, si votre objectif, c'est de faire le plus d'argent possible, c'est faux. Ça voudrait dire travailler 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Les gens vont dire, oui, mais il faut qu'on s'amuse. Exact. L'argent est un outil pour faire d'autres choses. Donc, moi, l'argent, oui, c'est important, mais ce n'est pas la chose la plus importante, c'est la qualité de vie. Oui. Et donc, les gens qui veulent vivre chez nous, parce qu'ils ont leurs amis, ils ont la qualité de vie, ils ont toutes les régions, les avantages de la région, c'est ça que je dis. Je veux offrir la possibilité de vivre, de bien vivre chez nous en Acadie. Et c'est ce qui, moi, m'a motivé pour devenir professeur d'économie. Et c'est encore ça qui me motive au niveau de toutes mes actions. Oui, c'est très intéressant pour nous autres parce que ça, c'est vraiment un grand enjeu pour nous autres en Louisiane. Par exemple, moi, en fait, je viens de la ville, de la Nouvelle-Orléans, et j'ai beaucoup d'amis qui ont dû quitter la Louisiane pour des meilleurs postes en Californie ou à New York. Et donc, est-ce que le lien avec le bilinguisme pardon, ça s'est venu tout de suite ou ça, c'était un processus? C'était plus tard. C'est quand j'ai commencé à étudier qu'est-ce qui avait un impact. Puis, dans le sens, au niveau économique, on a ce qu'on appelle les coûts de transaction. Pensez-y, quand on fait des échanges, on communique. Comment est-ce qu'on communique? C'est avec la langue. Donc, la langue est un des facteurs qui influence les échanges de commerce. Et si on a une langue commune, ça réduit les coûts, ça facilite les transactions. Et donc, autant au niveau individuel, moi, un des facteurs ou un des conseils que je donne à mes étudiants, c'est vous ne savez jamais assez de langues. Donc, vous savez le français, allez apprendre l'anglais. Vous savez le français et l'anglais, allez apprendre l'espagnol. Donc, il y a cet élément-là. Donc, moi, quand on parle de français et de bilinguisme, il y a 2 aspects. Un,
c'est cet avantage économique-là de pouvoir parler plusieurs langues. Mais un deuxième élément, c'est la fierté. C'est le fait, c'est nos racines. C'est les gens qui sont venus avant nous, qui ont lutté. Et en Louisiane, c'est la même chose. J'ai parlé aujourd'hui et hier à beaucoup de gens qui disaient que lorsqu'ils allaient à l'école et qu'ils parlaient français, ils étaient punis. Mon père me raconte la même chose chez nous. Donc, eux ont dû lutter pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on parle encore le français. Donc, moi, il y a un élément de fierté au niveau du français, au niveau de racines. Donc, autant c'est un avantage économique, mais c'est un élément de fierté et de culture. Donc, c'est la combinaison des deux. Tout à fait. Et puis, pour votre pitch économique, qu'est-ce que ça serait si pour nous, par exemple, en parlant avec nos élus, quels sont les avantages du bilinguisme et du fait français? Il y en a plusieurs. La première chose, c'est si on regarde au niveau des individus, le plus de langues, comme je le mentionnais, qu'on parle, le plus d'options on a. Donc, d'un point de vue individuel, c'est avantageux. Mais au niveau d'une région, d'un État, c'est également avantageux. Pourquoi? Bien, premièrement, je le dirais à deux niveaux. Un, c'est quand on a des touristes. Depuis quelques jours, je me promène Nouvelle-Orléans, Arnaudville, Saint-Martinville. On était aujourd'hui dans la région de Lafayette. Et je voyage avec deux personnes qui parlent très peu l'anglais. Et donc, s'ils peuvent se faire servir en français, ça va attirer des touristes, ça va attirer une clientèle pour deux éléments. Un, pour la culture cajun. Donc, ils veulent apprendre sur la culture, etc. Et ça, on n'a pas besoin nécessairement de parler français. Mais deuxièmement, c'est de faire en sorte que quand on va dans un restaurant, si on est capable de servir le client dans sa langue, ça va faciliter et augmenter la venue de touristes. Donc, pour les élus, il y a cet élément-là d'attraction de touristes et d'activités. Mais il y a un deuxième élément. Si on parle de la Louisiane, les entreprises de la Louisiane veulent également exporter. Elles veulent faire des affaires ailleurs. Mais si on regarde, par exemple, la région de l'Afrique de l'Ouest, où la démographie augmente rapidement, où on a une classe moyenne de plus en plus importante, mais les entreprises Cajun ou les entreprises de la Louisiane en général qui veulent exporter, si elles ont des employés qui parlent bien français et qui peuvent aller là pour développer des liens d'affaires, c'est un avantage à une compagnie qui n'a pas cet élément-là et qui doit soit avoir des interprètes ou forcer les autres à parler l'anglais. Donc, ça va augmenter la capacité des entreprises louisianaises à exporter dans l'économie francophone à l'échelle mondiale. Et l'économie francophone à l'échelle mondiale, elle est importante. C'est quand même environ 10-12% du commerce mondial qui est dans l'économie francophone. Donc, pour les élus, c'est, même si l'anglais est souvent, et c'est vrai, la langue dominante, d'avoir la capacité de faire des affaires dans d'autres langues, c'est un avantage qui va accroître le commerce extérieur de l'État. Oui, tout à fait. Ça réduit les coûts de transaction avec les pays francophones. C'est exactement ça. Disiez, oui. Et quand on veut faire des affaires avec d'autres, quand les autres voient que nous, on fait un effort pour les rencontrer dans leur propre langue, ça élimine des barrières et ça facilite ces transactions-là. Oui. Et puis, pour l'autre enjeu, l'enjeu plus identitaire et culturel, je pense que de temps en temps, on oublie ou on ne mentionne pas assez qu'il y a des avantages, peut-être au moins, je crois, économiques là-dessus. Parce que moi, je constate que pour nous, en fait, comme je disais auparavant, le Québec, l'Acadie et même les régions, par exemple, de l'Espagne, la Catalogne, le Pays Basque, où ils ont très développé la langue et la culture, ils ont aussi développé l'économie. Et je me demande s'il y a un capital social qui vient avec la langue et s'il y a une solidarité sociale qui vient avec ça aussi. 100% d'accord. Si on regarde certains écrits, beaucoup d'études ont été faites, entre autres en Italie. D'accord. Et quand on parle de capital social, c'est que souvent, on n'a pas besoin de contrat. On va se parler et on va s'entendre. Mais pour se parler et s'entendre, il faut parler une même langue. Donc, c'est là où on réalise que
cet apport-là fait en sorte que ça ouvre des opportunités qu'on n'aurait pas autrement et ça va faciliter le commerce. Parce que quand on s'entend, quand une poignée de main est suffisante pour avoir une entente, on n'a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de dollars de dépenser pour des frais d'avocat, etc. Donc, tout à fait, le capital social est accru. Toutes les études démontrent qu'avec plus de capital social, on a une économie qui fonctionne encore mieux, avec des retombées encore plus importantes. Donc, ça ne veut pas dire que le fait qu'on développe une deuxième langue, que ce soit le français dans le cas où on parle ou une autre, que ça va solutionner tous les problèmes. Mais c'est un élément qui va avoir un impact positif important, significatif. Oui, tout à fait. Et oui, donc parlons de cette stratégie plus globale avec le français comme axe fondamental. Qu'est-ce que vous voyez comme des axes importants pour le développement économique dans ce cas, dans votre cas de l'Acadie? Moi, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un, c'est langue comme véhicule, comme élément de conversation. Donc, plus de bilinguisme fait en sorte que ça amène plus d'opportunités. Deuxième élément, c'est que moi, ce que je vais appeler l'économie culturelle. Et donc, c'est basé sur les artistes, c'est basé sur l'histoire, c'est basé sur des expériences. Parce que ce qu'on constate, par exemple, au niveau du tourisme, c'est que de plus en plus, ce qu'on a, c'est les baby boomers qui arrivent à la retraite en bonne santé, qui veulent visiter, qui veulent des expériences. On ne veut pas seulement aller à Disney. Ouais. On veut des pièces de théâtre, on veut de la musique, on veut de la poésie. Et ça, c'est quoi? C'est de la culture. Quand on a une diversité de cultures, et c'est chez nous, de plus en plus, oui, il y a l'anglais, il y a le français en Acadie, mais il y a la culture autochtone, par exemple. Mhm. Le plus d'éléments culturels qu'on est capable d'offrir aux visiteurs, plus intéressant qu'on devient comme destination. Donc, oui, la langue comme outil de commerce, mais également l'aspect de l'économie culturelle comme offre pour je l'ai dit consommation, mais je ne veux pas minimaliser ou Oui, 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 je comprends. minimiser. Moi, ce que je dis, c'est que la culture, ça se vend. Et nos artistes ont besoin de manger, ont besoin de payer leurs appartements, leurs maisons, leur hypothèque. Et donc, ils ont besoin d'un salaire. Et pour ça, il faut qu'il y ait des activités économiques. Donc, oui, on va dans cette direction-là. Oui, tout à fait. Effectivement, ça fait partie aussi de notre pitch ici que on veut développer le français pour le tourisme, mais aussi pour l'économie culturelle, parce que ça, c'est ce qu'on fait. On peut exister en tant que média parce qu'il y a des consommateurs en fait de la culture comme Absolument. produit ici, mais aussi tout partout. Et puis, hors de la culture, qu'est-ce que vous pensez par rapport à d'autres industries en Acadie, par exemple, qui seraient intéressants? Je ne sais pas, est-ce que c'est l'agriculture, l'industrie? Et oui, quelles sont les autres Quand on parle de industries? culture, Ouais. il faut le voir dans le sens large. Mhm. J'ai parlé de théâtre, j'ai parlé de musique, j'ai parlé de poésie. Mais la nourriture, Oui. et ici, la nourriture cajun. Mhm. Donc, moi, depuis que je suis ici, j'ai mangé des saucisses d'alligator, j'ai mangé de la soupe de la tortue. Ça fait partie de l'attrait. Donc, quand on parle de culture, il faut le voir dans le sens large. Donc, on parle d'agriculture pour amener ces éléments-là. On peut parler de pêche. On peut parler... Donc, il faut le voir également dans le sens large. Et quand on parle d'expérience culturelle, pour nous, des ranchs ou des places où on peut aller à cheval, ça peut devenir un attrait. Donc, il faut véritablement voir les aspects culturels dans le sens beaucoup plus large que seulement aller visiter les bayous. C'est l'environnement. Mais l'environnement est lié à votre chez vous et à votre culture. Donc, quand on parle de ces composantes-là, c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement le théâtre, c'est pas seulement la poésie, la littérature, c'est vraiment votre quotidien qui est un attrait. Et c'est ça qu'il faut également faire valoir. C'est pas tout le monde qui va vouloir tout faire, mais c'est en ayant ces choses-là, on valorise qui on est, on valorise nos spécificités, nos particularités, et ça devient un attrait. Mais ça s'exporte aussi. Ouais. Les bouteilles d'épices, j'en ai à la maison, des épices cajun. Ça s'exporte. Comment est-ce qu'on fait pour avoir
des beignets. Ça peut se... Donc, il faut voir véritablement dans le sens large. Nous, chez nous, on a développé le Pays de la Sagouine. Le Pays de la Sagouine, c'est quoi? C'est l'œuvre d'Antonine Maillet, grande écrivaine acadienne, et on fait vivre ces personnages. Mais on a un restaurant, on a des différents mets, et toute une économie s'est tissée autour du Pays de la Sagouine. Donc, il faut le voir véritablement dans le sens large, et presque tous les secteurs économiques peuvent participer à cet élément-là. Ça inclut l'audiovisuel, parce que quoi? On fait des vidéos de la culture. La musique, bien, c'est les enregistrements. Donc, il y a tout l'effet domino qui fait en sorte qu'à peu près toutes les sphères d'activité peuvent bénéficier, peut-être pas au même niveau, mais peuvent bénéficier de ce que moi j'appelle l'économie culturelle basée sur qui on est. Oui, et c'est comme ça, vous commencez avec quelque chose et puis après, vous êtes en train de bâtir tout un écosystème Exactement ça. autour de ça. Moi, je dis, c'est un peu l'effet domino. C'est un peu, moi, je dis, vous êtes sur le bord d'un lac l'été, il fait beau, il n'y a pas de vent, et vous tirez une roche. Et vous avez des cercles. Oui. Mais ces cercles-là, c'est tous les personnes, les gens qui sont impactés. Donc, au début, on a un impact peut-être très grand, mais il y a des effets secondaires. C'est des effets dominos. Et petit à petit, ça devient moins important. Mais ce n'est pas seulement le lieu où vous avez lancé la pierre qui va avoir l'impact, c'est partout. L'économie, c'est un peu ça. On va dépenser ici, mais il va y avoir des effets secondaires qui vont être ultimement plus importants que l'effet initial quand on a tout ajouté. Oui. Et pour vous, c'est quoi le rôle de la mondialisation dans tout cela? Parce que, bon, il y a des côtés où, par exemple, pour nous, des francophones d'ailleurs, peuvent promouvoir notre francophonie à nous autres ici. Mais de l'autre côté, c'est vrai que des changements économiques liés à la mondialisation ont eu des impacts négatifs sur des villages industriels ou agricoles. Et donc, comment est-ce qu'on peut encadrer cet effort-là dans la mondialisation? Première chose, mondialisation, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je dis, l'Amérique du Nord, le lien avec l'Europe au début, c'était quoi? C'était les pêcheurs qui venaient ici le printemps, qui pêchaient et qui séchaient le poisson, qui prenaient des fourrures et qui retournaient en Europe l'automne. C'était de la mondialisation lente. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus important. Donc, il ne faut pas voir ça comme étant un phénomène nouveau, mais des règles qui sont différentes. Et c'est une menace, mais également une opportunité. Menace parce que oui, on peut se faire écraser par beaucoup de choses, on peut perdre des emplois parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra produire un coût à des salaires moindres que nous. Donc, il ne faut pas concurrencer, il ne faut pas avoir une compétition basée sur les salaires. Il faut sur la qualité, sur l'offre. Et la culture, c'est souvent unique. Donc, c'est un produit unique qui ne peut pas être... La culture cajun, je pense que vous avez beaucoup de choses en lien avec l'Acadie, mais vous avez vos spécificités. Et ça, personne ne peut vous l'enlever et personne ne peut le copier. Et donc, dans la mondialisation, tirons avantage de ce qui est unique, de ce qui est particulier. Et en faisant ça, là, on est capable de concurrencer avec les autres parce qu'on a un produit unique qui n'est pas imitable. Oui, la musique, il y en a partout, mais la musique cajun, c'est la musique cajun. Donc, dans ce sens-là, la mondialisation, il faut regarder à l'exportation. Il faut s'ouvrir sur le monde d'une manière positive pour partager et attirer, mais en misant sur des éléments où on est gagnant-gagnant. Et ça, c'est possible. Mais seulement en concurrençant sur produire des tables ou produire des chaises où on veut continuellement réduire les coûts, là, les salaires, il y a une pression à la baisse. Mais quand on parle de choses positives, pas pour dire qu'on sera tous et toutes millionnaires avec la culture, mais l'idée, c'est de pouvoir bien vivre. Et ça, je pense qu'on peut le vivre de cette manière-là, mais en misant sur les particularités qui nous sont uniques, qui nous sont... Puis souvent, c'est complémentaire. Il n'y a rien de plus beau qu'un spectacle où on a de la musique acadienne avec la musique cajun. On travaille ensemble. Ça, c'est de la mondialisation. Quand les Acadiens du Nord viennent voir les Acadiens du Sud ou les Acadiens du Sud vont voir les Acadiens du Nord, c'est une forme de mondialisation positive. Donc, il ne faut pas voir la mondialisation uniquement comme étant une menace, mais également comme une opportunité. Ouais, c'est ça exactement. Et je crois qu'on constate ça ici cette semaine avec l'Université d'été parce qu'on voit que oui, on peut consolider notre fait différentiel ici, mais aussi s'appuyer sur vos expériences et
vos revenus, les partenariats, des collaborations et tout ça? Le mot, nous sommes des partenaires. Mm. Nous sommes des cousins, Oui. des cousines, mais nous sommes des partenaires et travaillons ensemble pour aller aider, pour contribuer au développement de nos réalités. Et là, c'est gagnant-gagnant. Mm. Absolument. Parfait. Je crois que c'est une bonne conclusion et j'espère qu'on peut vous revoir à Moncton, en Acadie. Et bientôt. pourquoi pas de nouveau à Et Lafayette? de nouveau à Lafayette, oui, bien sûr. Donc, un grand merci, Dr. Desjardins. Et puis, oui, à bientôt, à la prochaine. Merci, ça m'a fait plaisir. Oui, pour nous aussi. OK, à la prochaine, vous autres.